Tu t'en souviens de ce samedi matin où tes parents t'annonçaient qu'on allait faire les courses. Pas n'importe quelle course, les grandes. Celles qui duraient des heures, dans un de ces magasins immenses où tu te perdais exprès entre les rayons, où les odeurs changeaient d'une allée à l'autre, où tu négociais un jouet ou un paquet de bonbons pendant que ta mère choisissait les yaourts. Ces magasins, ils faisaient une partie du décor de notre enfance au même titre que les émissions du mercredi ou les odeurs de cuisine du dimanche matin. On ne les a pas vus partir. Ils ont fermé leurs rideaux l'un après l'autre, rachetés, absorbés, liquidés. Et avec eux, quelque chose d'irremplaçable a disparu. Dans cette vidéo, on va revivre ensemble 12 enseignes françaises qui ont marqué une ou deux générations d'enfants et d'adultes et qu'on ne reverra plus jamais. Abonne-toi si tu veux retrouver d'autres souvenirs comme celui-là. Allez, on entre dans le premier magasin. 1. Mammouth. Mammouth écrase les prix. Ce slogan, si tu as grandi dans les années 70, 80 ou 90 en France, il t'est revenu immédiatement dès que tu l'as lu, avec la voix, avec l'intonation, avec cette image du mammouth préhistorique qui symbolisait une enseigne bâtie comme lui, immense, massive, indestructible. Les hypermarchés mammouth, c'étaient les temples de la grande distribution périphérique. Installés en dehors des villes, avec leur parking qui semblait ne pas avoir de fin, ils proposaient tout sous un même toit, à des prix qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Pour les enfants, aller chez Mammouth, c'était une expédition. Le rayon jouets, les bonbons au pois, les odeurs de la boulangerie intégrée. On se perdait dans ces allées interminables et on adorait ça. Le premier hypermarché Mammouth a ouvert à Montceau-les-Mines en 1968. L'enseigne appartient alors au DOC de France et pendant 3 décennies, elle va s'imposer comme l'une des 3 plus grandes enseignes de distribution française avec 75 magasins sur tout le territoire. En 1996, Auchan rachète les DOC de France. Les mammouths disparaissent progressivement. Le dernier ferme définitivement ses portes à la Croix-Saint-Ouen dans l'Oise en octobre 2009. Coluche avait rendu son slogan immortel avec une contrepétrie qu'on répétait dans les cours de récré et que tout le monde connaît encore aujourd'hui. C'est peut-être la meilleure façon de mesurer à quel point Mammouth était entré dans la culture populaire française. 2. Prise unique. Prise unique, c'est une autre histoire. Pas le grand hypermarché de périphérie, mais le magasin du centre-ville, celui qu'on trouvait dans toutes les villes de France, celui qui avait décidé dès les années 30 que le beau devait être accessible à tous. Le slogan était là pour le dire sans détour, le beau au prix du LED. Prise unique née dans les années 30, lancée par les magasins du printemps qui veulent toucher un public plus large. L'idée est révolutionnaire pour l'époque, proposer du design, de la couleur, des objets pensés avec soin à des prix que les familles modestes peuvent se permettre. Dans les années 50, la directrice du style Denise Fayolle transforme Prise Unique en véritable laboratoire esthétique. On y trouve des meubles, de la déco, des vêtements, de l'alimentaire, le tout dans des espaces lumineux et colorés qui tranchent avec le gris des commerces traditionnels. Pour une génération d'enfants et d'adolescents, Prise Unique, c'était le premier magasin où on entrait seul avec son argent de poche. C'était le magasin du samedi après-midi, celui où on choisissait un disque, un poster, un accessoire. En 1997, le groupe Casino rachète Prise Unique au profit de Monoprix. Les enseignes changent progressivement. Le dernier Prise Unique ferme à Noisy-le-Sec en 2003, fin d'une époque. 3. Continent. Continent, l'achat gagnant. Ce jingle-là aussi, il revient d'un coup pour ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90. Continent, c'était un autre géant de la grande distribution française, créé en 1972 par le groupe Promodes, installé lui aussi en périphérie des villes avec ses surfaces immenses et ses parkings infinis. Mais Continent avait une identité propre, quelque chose dans la façon dont les magasins étaient organisés, dans les promotions régulières, dans l'ambiance particulière des grandes allées centrales où on pouvait trouver aussi bien des vêtements que de l'électronique ou de l'alimentation. À son apogée dans les années 90, Continent compte 87 magasins en France et près de 250 dans le monde. C'est un empire. Et puis en 1999, le groupe Promodes fusionne avec Carrefour pour former le premier groupe européen de distribution. L'enseigne Continent disparaît. Les magasins deviennent des carrefours, l'un après l'autre. Il reste aujourd'hui au Portugal une enseigne appelée Continente. Mais elle n'a de commun avec le continent français que les premières syllabes du nom. Le jingle, lui, résonne encore dans la mémoire de ceux qui l'ont entendu des centaines de fois le mercredi après-midi à la télévision. 4. Félix Potin. Félix Potin, c'est une institution d'un autre temps. Une épicerie créée en 1844 à Paris qui a inventé des choses que nous considérons aujourd'hui comme évidentes. L'affichage des prix fixes, la livraison à domicile, les produits sous marque propre. À une époque où les prix se négociaient à la tête du client, Félix Potin affichait tout clairement, sans discussion. C'était révolutionnaire. L'enseigne va connaître une expansion considérable tout au long du XXe siècle, ouvrant des magasins dans les grandes villes de France avec une identité reconnaissable, des vitrines soignées, une certaine idée du commerce de qualité accessible.
Le slogan « Félix Potin, on y revient » disait tout. C'était le magasin du quartier, celui qui connaissait ses clients, dans lequel on entrait comme chez soi. Face à la montée de la grande distribution et des hypermarchés géants des années 70 et 80, les épiceries Félix Potin perdent progressivement leur avantage concurrentiel. L'enseigne décline lentement. Le dernier magasin ferme en 1996. 150 ans d'histoire commerciale française s'arrêtent là, sans que grand monde ne le remarque vraiment sur le moment. 5. Euromarché. Euromarché, c'est l'histoire du premier grand hypermarché français. Le concept naît en 1968, avec l'ouverture du premier magasin à Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne. L'idée, à l'époque, est encore neuve. Tout regroupé sous un même toit, sur une surface gigantesque avec des prix bas rendus possibles par des volumes d'achat massifs. Euromarché va s'imposer comme un pionnier, ouvrant la voie à tout ce que la grande distribution française deviendra ensuite. À son sommet, l'enseigne compte 76 hypermarchés auxquels s'ajoutent des dizaines de magasins de bricolage Bricorama et des cafétérias Eris. C'est un groupe diversifié, implanté partout, reconnu de tous. Pour les familles françaises des années 70 et 80, aller à l'Euromarché le samedi était un rituel. On y passait la matinée entière. Les enfants exploraient le rayon jouets pendant que les parents remplissaient le caddie. En 1991, Carrefour rachète l'empire Euromarché et ses 76 hypermarchés. L'enseigne disparaît progressivement, absorbée par son concurrent. Il reste aujourd'hui un seul magasin portant ce nom en Martinique, autorisé par les autorités de la concurrence à conserver son appellation. Tous les autres sont devenus des carrefours. 6. Tati. Chez Tati, t'as tout. Ce slogan et ce tissu Vichy rose à pois blanc, tout le monde les reconnaît encore. Tati naît en 1948, fondée par Jacques Ouaki dans un tout petit local de 50 mètres carrés à Paris, dans le quartier de Barbès. L'idée est simple et radicale. Vendre des vêtements, du linge de maison, des accessoires, au prix le plus bas possible. Le Vichy rose et blanc devient rapidement l'identité visuelle de l'enseigne, aussi reconnaissable qu'un logo. Pendant les 30 Glorieuses, Tati connaît un essor fulgurant. Les familles populaires y trouvent des vêtements corrects à des prix imbattables. Les sacs en plastique à carreaux roses sont partout dans les rues. Les magasins ouvrent dans les quartiers populaires des grandes villes. Pour beaucoup d'enfants de familles modestes, Tati, c'est là qu'on achetait les vêtements de rentrée. La chasse aux bonnes affaires dans les bacs débordants, les vendredis de soldes où les mères arrivaient tôt, c'était une expérience particulière, bruyante, vivante et profondément populaire. Dans les années 2000, la concurrence du prêt-à-porter bas prix explose. Tati n'est plus seule. L'enseigne est rachetée par Eram, puis par Jiffy. Les magasins ferment l'un après l'autre. Le dernier Tati, celui de Barbès, le magasin originel, ferme définitivement en septembre 2021. Une histoire de 73 ans se termine là, dans le quartier où elle avait commencé. 7. Toys R Us. Toys R Us, c'était le magasin de jouets de notre enfance. Ce géant américain créé en 1948 par Charles Lazarus avait réussi à s'imposer comme le numéro 1 mondial du jouet avec plus de 1500 magasins dans 36 pays. En France, les premiers magasins ouvrent en 1989. 5 au départ, puis 44 sur tout le territoire. Pour les enfants des années 90, entrer dans un Toys R Us, c'était entrer dans un autre monde. Les rayons qui montaient jusqu'au plafond, les allées organisées par univers, Lego d'un côté, poupées de l'autre, jeux vidéo au fond. La girafe Geoffrey, la mascotte, sur tous les sacs. Et ce catalogue de Noël qu'on feuilletait des dizaines de fois avant le mois de décembre en entourant tout ce qu'on voulait. Dans les années 2010, le modèle s'effondre. Amazon et les hypermarchés proposent les mêmes jouets moins chers, avec plus de facilité. L'endettement du groupe explose. En 2017, Toys R Us dépose le bilan aux États-Unis. La filiale française tente de résister. En octobre 2018, le tribunal de commerce d'Evry valide la cession des magasins français à un repreneur. L'enseigne Toys R Us France disparaît. Les 44 magasins changent de nom ou ferment. Les enfants qui avaient grandi avec la girafe jaune n'ont plus où aller. 8. Virgin Megastore. Virgin Megastore, c'était autre chose. Pas un hypermarché, pas un magasin de jouets. Une cathédrale de la culture populaire. Créée par Richard Branson, l'enseigne arrive en France en 1988 avec l'ouverture du premier magasin sur les Champs-Élysées. Et dès le début, Virgin Megastore impose un concept inédit. Un espace immense dédié à la musique, à la vidéo, aux livres, aux jeux vidéo, avec des écoutes disponibles sur place, des concerts, des signatures d'artistes, une atmosphère unique qui ressemblait à nulle autre. Pendant les années 90, aller au Virgin, c'était une sortie en soi. On y passait des heures à écouter des albums sans être obligé de les acheter, à feuilleter des livres, à découvrir des choses qu'on n'était pas venu chercher.
C'était un espace de liberté culturelle que les grandes surfaces ordinaires ne proposaient pas. La montée du téléchargement et de la vente en ligne dans les années 2000 fragilise progressivement le modèle. Les ventes de CD s'effondrent. En janvier 2013, Virgin Megastore France dépose le bilan. Le 17 juin 2013, la liquidation judiciaire est prononcée. Les 26 magasins restant ferment. Le magasin des Champs-Élysées, qui avait été le symbole de l'enseigne pendant 25 ans, baisse son rideau à jamais. 9. Codec. Codec, c'est une de ces enseignes que ceux qui ont grandi en province connaissent mieux que les Parisiens. Le consortium des épiciers du centre, fondé en 1924, était une chaîne de supérettes de proximité présente dans des centaines de villes et villages de France. Ce n'était pas Mammouth ni Continent, pas le grand hypermarché du samedi. C'était le magasin du coin de la rue, celui où on allait à pied, souvent seul dès qu'on avait 8 ou 9 ans, avec un billet de la mère pour acheter le pain, le lait ou quelque chose qu'elle avait oublié lors des grandes courses. Le Codec avait cette odeur caractéristique des supérettes d'époque, un mélange de détergent, de fruits frais et de carton. On connaissait la caissière par son prénom. Elle connaissait les familles du quartier depuis des années. L'enseigne est rachetée par Promodes en 1990, qui remplace progressivement les Codec par des Shopee. L'enseigne Codec disparaît définitivement en 2003. Ce que ces petites supérettes représentaient, ce lien de quartier, cette familiarité du commerce de proximité, ne reviendra pas. 10. Les nouvelles galeries. Les nouvelles galeries, c'était l'ancêtre des grands magasins que les enfants de la province connaissaient bien. Fondées en 1897, elles s'étaient implantées dans les centres-villes des villes moyennes et grandes à travers toute la France, à Perpignan, Bourges, Hyères, Valence, Narbonne. Là où les galeries Lafayette ou le Printemps n'avaient pas jugé utile d'aller, les nouvelles galeries étaient présentes. On y trouvait des vêtements, du maquillage, de l'électroménager, de la papeterie, des jouets. C'était un peu les ancêtres de nos centres commerciaux d'aujourd'hui, mais en plus humains, plus concentrés, avec ce charme particulier des grands magasins à l'ancienne, les escaliers mécaniques, les vendeurs attentifs, les vitrines décorées pour Noël. Pour beaucoup d'enfants de province, les nouvelles galeries, c'était l'événement de la saison. On s'habillait pour y aller, on prenait le temps. En 1997, le groupe Galeries Lafayette rachète l'enseigne. Les magasins changent progressivement de nom ou ferment. En 2005, l'enseigne Les Nouvelles Galeries disparaît complètement. Ce fragment du paysage commercial de la France provinciale s'efface définitivement. 11. Eurodif. Eurodif, c'était le magasin de tissus et de mercerie par excellence. Une enseigne née dans les années 60 qui s'était imposée dans toutes les grandes villes de France. Pour ceux qui y sont allés enfants, c'est une odeur particulière qui revient en premier. Cette odeur de tissu neuf, de rembobinage de bobines, de coton et de laine entassés sur des rayonnages qui montaient haut. Les rouleaux de tissu rangés côte à côte dans des couleurs infinies. Les boutons vendus à l'unité dans des tiroirs en bois. Les machines à coudre exposées dans un coin. Eurodif, c'était le magasin où les mères et les grands-mères passaient du temps à choisir, à toucher, à comparer. Pour les enfants qui les accompagnaient, c'était un univers à la fois ennuyeux et fascinant. Un endroit hors du temps où on avait l'impression que les adultes parlaient une langue secrète faite de mètres, de centimètres, de grammage et de points de couture. Dans les années 2000, face à la montée du prêt-à-porter à bas prix et à la disparition progressive du fait maison, le modèle Eurodif s'effondre. Les magasins ferment progressivement. L'enseigne disparaît dans le courant des années 2000. Avec elle, c'est tout un art du quotidien qui recule un peu plus. 12. Shopee. Et on finit avec Shopee, la supérette de proximité par excellence. Shopee naît de la fusion de plusieurs réseaux de petits supermarchés de quartier, absorbés progressivement par le groupe Promodes à partir des années 70. L'enseigne se développe dans les années 80 et 90 comme le magasin du quotidien, celui qu'on trouvait dans les petites villes et les quartiers résidentiels, celui qui ouvrait tôt et fermait tard, qui restait ouvert le samedi après-midi quand les hypermarchés commençaient à fermer. Pour beaucoup d'enfants des années 80 et 90, Shopee c'était le premier magasin qu'on fréquentait seul. La petite course rapide après l'école, le paquet de biscuits pour le goûter, les bonbons achetés avec l'argent de poche. La caissière qui connaissait les gamins du quartier. Le présentoir de magazines près de la caisse. C'était un magasin à taille humaine dans un monde qui commençait à basculer vers le tout grand et le tout loin. Shopee est progressivement absorbé par Carrefour dans les années 2000 et 2010. Les enseignes changent. Carrefour City, Carrefour Contact. Les Shopee disparaissent de nos rues. Et avec eux, un certain rapport au commerce de proximité, lent, familier, ancré dans le quartier, que les drives et les livraisons en 2 heures ne remplaceront jamais vraiment. Ces 12 magasins ne sont pas juste des adresses commerciales disparues. Ils sont les repères physiques d'une façon de vivre qui a profondément changé. Une époque où faire les courses était une sortie, où les rayons avaient une odeur, où les caissières vous connaissaient, où les enfants découvraient le monde par les allées des grandes surfaces. Ce monde-là a basculé avec Internet, avec Amazon, avec les drives, avec tout ce qui a rendu la consommation plus rapide, plus pratique et peut-être un peu plus solitaire. On a gagné du temps, mais on a perdu ces petits rituels qui rythmaient les
semaines et qui n'avaient pas l'air d'avoir une grande importance, jusqu'au jour où ils ont disparu. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces magasins tu as connu. Et si tu en as un souvenir précis, une odeur, un rayon particulier, une anecdote, je suis curieux de lire ça. Un pouce vers le haut si cette vidéo t'a rappelé quelque chose. Et abonne-toi pour ne rater aucun de nos prochains voyages dans le temps. À la prochaine!